La parole est à Monsieur le Président Vigier pour 15 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Les jours heureux. Les jours heureux, c'est le titre lumineux d'un texte court mais fondateur, celui du Conseil national de la Résistance, signé le 15 mars 1944. C'est le titre d'un programme écrit dans la clandestinité et pourtant résolument tourné vers l'avenir. C'est le souvenir d'une France meurtrie, en quête d'union et de reconstruction. Qu'ils soient gaullistes, centristes, socialistes, communistes, tous ont risqué leur vie pour contribuer à l'écriture de ce programme. C'est la promesse de bâtir un modèle de protection sociale qui renforce la solidarité et la dignité. Les jours heureux, c'est l'avant-projet de réformes d'ampleur qui ont façonné notre pays au lendemain de la guerre et qui le structurent encore aujourd'hui. C'est la sécurité sociale, les prestations familiales, l'indépendance de la presse, la renaissance des syndicats, mais aussi l'assurance vieillesse et bien sûr les retraites pour tous. Si l'annonce du projet de loi dont nous allons aujourd'hui débattre a suscité autant de mobilisations, parfois violentes, c'est aussi parce que les Français restent profondément attachés à ces jours heureux. J'ai la conviction qu'il y a en chacun d'entre nous l'espoir de préserver un modèle social, mais aussi de l'améliorer, de le renforcer. Et c'est cet espoir qui rend nos débats si passionnés. Monsieur le ministre, vous le savez, réformer notre système de retraite, c'est proposer un véritable projet de société. Réformer le système des retraites, c'est engager notre pays et les concitoyens pour de nombreuses années. C'est promettre aux générations qui cotisent aujourd'hui qu'elles continueront de percevoir les fruits de ce système de protection demain. C'est garantir la raison d'être de notre modèle social. C'est rester fidèle à l'ordonnance du 4 octobre 1945. J'ouvre les guillemets, débarrasser nos concitoyens de l'incertitude du lendemain, fermez les guillemets. Et c'est en ce sens que la clé de notre système social, chers collègues, la clé pour mener à bien toute réforme, c'est la confiance. La confiance dans la solidité et la pérennité de notre système de retraite, la confiance dans une gouvernance en phase avec la société, la confiance aussi dans ceux qui décident aujourd'hui de changer les règles de notre système. Au fond, ce projet de société doit emporter l'adhésion la plus large possible, celle des partenaires sociaux, celle du Parlement, mais aussi celle de nos concitoyens. Avec cette réforme de retraite, ce que le gouvernement demande à sa majorité, à notre groupe parlementaire, Liberté et Territoires, mais également à l'opposition, n'est ni plus ni moins qu'une question de confiance. Or, Monsieur le ministre, force est de constater que depuis le début de l'examen du texte, la confiance s'étiole, tandis que les questions s'amplifient. Je peux l'affirmer avec d'autant plus de force, et vous l'avez compris, que j'ai défendu la mise en place d'un système de retraite universel par points depuis de longues années. Cette réforme est indispensable pour lutter contre les injustices qui caractérisent le système actuel et qui frappent aujourd'hui les femmes, les métiers pénibles ou dangereux, les carrières longues ou hachées, ou encore certaines professions indépendantes. Et j'ai une pensée toute particulière pour les agriculteurs. Les constats que vous faites sont partagés et les objectifs de lisibilité et de justice sociale que vous poursuivez sont légitimes. Je crois sincèrement qu'une telle réforme constitue une opportunité unique de bâtir un système plus juste avec l'extinction des régimes spéciaux qui présentaient l'inconvénient de lier les droits à un statut ou l'appartenance à une entreprise et non à un parcours professionnel. Je vous le dis avec gravité, Monsieur le ministre, la méthode choisie par le gouvernement ne nous permet pas d'avoir des certitudes sur le fait que nous atteignions ces objectifs que nous avons pourtant en partage. Alors que nous sortons de débats inachevés en commission spéciale, nous n'avons aujourd'hui aucune visibilité sur les contours définitifs de la réforme que notre Assemblée s'apprête à examiner. En cause tout d'abord votre méthode et la rapidité, pas la vôtre. Mais vous nous accorderez que nous donner 2 mois, lorsque votre prédécesseur a disposé de 24 mois, il y a quand même un fossé que je ne comprends pas. Sommes-nous prêts à passer quelques semaines en plus, Monsieur le ministre, lorsqu'on doit légiférer pour les 50 prochaines années? Pourquoi s'empresser de voter cette réforme avant les élections municipales? J'imagine pas une seconde que des calculs politiques l'emporterait sur l'exigence de cohésion sociale, qui est au cœur de cette réforme. Le premier enseignement à tirer de l'échec de la commission spéciale, même si, Madame la Présidente,
je l'ai dit l'autre jour, vous l'avez animé avec talent, c'est le fait que nous n'avons pas eu le temps. En décidant d'une procédure accélérée, en nous imposant de tels délais d'examen, le gouvernement ne crée pas les conditions de la confiance. Pourtant, un débat parlementaire approfondi doit avoir lieu pour éclairer les Françaises et les Français. Et on l'a eu sur le début du texte. Pour autant, je veux le dire avec force à certains de nos collègues, répondre, cher André Chassaigne, à l'affaiblissement du Parlement par son avilissement à travers une obstruction parlementaire, eh bien, paralysera notre institution. Ça sera une erreur que l'on paiera collectivement. J'en appelle également à un peu plus d'humilité. S'attaquer au système de retraite, Éric Woerth est là, il le dira, ce n'est pas chose aisée. On a dû légiférer à plusieurs reprises. Je me souviens de François Hollande, qui n'a pas tenu sa promesse sur la retraite à 60 ans. Et rappelons que c'est un gouvernement socialiste qui a décidé l'augmentation de la durée de cotisation à 43 ans. Tout cela, mes chers collègues, ça veut dire que nos débats doivent être à la hauteur des attentes. Au-delà de la précipitation imposée par le gouvernement, le manque de confiance se traduit par des incertitudes immenses et des lacunes évidentes. Le recours sans précédent aux ordonnances, j'ai interrogé 2 fois le Premier ministre sans réponse, vient priver l'Assemblée nationale de débats sur des pans entiers de ce projet de loi. Cela concerne aussi bien l'intégration de certains régimes dans les systèmes universels, celui des marins par exemple, de même que les modalités de convergence des cotisations pour les fonctionnaires et les salariés des régimes spéciaux. Ces ordonnances, Monsieur le ministre, et je suis persuadé qu'au fond de vous-même, on a quelque chose en partage, nuisent à la lisibilité de la réforme et minent la confiance. En plus, quand on connaît le jugement du Conseil d'État et on sait que l'étude d'impact a été bâclée, c'est ce qu'il dit, franchement, il y a de quoi avoir de la défiance. L'incompréhension est aussi du fait des concessions accordées aux navigants aériens, par exemple, et qui conduit le Conseil d'État à parler d'un système universel avec 5 régimes différents qui met en place des règles dérogatoires. Plus incompréhensible encore, des négociations toujours en cours entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Elles ont lieu en parallèle de nos travaux en commission. Elles continuent même à l'heure où nous parlons et elles se prolongeront, pour certaines, à l'issue de la promulgation de la loi. Autrement dit, nous avançons dans le noir pour ce qui nous concerne, concernant le financement, l'emploi des seniors, la garantie des pensions et des salaires des fonctionnaires, les cotisations des indépendants ou encore la pénibilité dont certains syndicats, à juste titre, demandent qu'elle soit enfin prise en compte. Ce sont des sujets clés pour s'assurer de l'efficacité et de l'acceptabilité de la réforme. Mais nos débats, Monsieur le ministre, sont troublés et rendus confus par des annonces du gouvernement pendant nos travaux. Certaines annonces sont de nature à nous rassurer, notamment Jacques Maire y tient beaucoup, comme la possibilité d'une retraite progressive à 60 ans. D'autres ne font que rajouter de la confusion à la confusion, avec la fameuse introduction d'un indicateur inconnu. On a fait des recherches, on ne l'a toujours pas trouvé, pour savoir comment on a leur valorisé naturellement la valeur du point. Dans un système à points, la confiance repose sur la confiance dans la valeur du point. Or, vous l'adossez à une donnée qui n'existe pas. Encore une preuve, je crois, d'impréparation. On va débattre, mes chers collègues, ça a été dit, donc je serai rapide là-dessus, sur pas loin de 350 milliards d'euros, 14 points de PIB. Et je ne suis pas seul à déplorer pour juger de la faisabilité financière de ce projet de loi. Et d'ailleurs, des collègues de La République En Marche, le rapporteur général du budget, qui, dans une lettre envoyée au Premier ministre, a posé un certain nombre de questions nombreuses. Compensation financière pour les enseignants et chercheurs, impact des prélèvements sur les cotisations, sur les primes des fonctionnaires, conséquences de la baisse des cotisations de l'État employeur pour l'aligner sur le régime universel, répercussions naturellement sur le compte de la sécurité sociale. Mesures envoyées à une conférence de financement dont les conclusions seront rendues fin avril et dont l'objectif est de résorber les fameux 12 milliards de déficit en 2027. Compte tenu de l'ampleur du déficit, un ensemble de solutions basées sur un effort partagé par tous nous paraît plus efficace, plus équitable et susceptible de recueillir un plus large consensus, condition indispensable pour créer la confiance. Dans le cas de la mise en place d'un âge pivot, des modalités pourraient être prévues afin qu'il ne s'applique pas de manière automatique, indifférenciée, mais au contraire, Monsieur le ministre, en prenant en compte des situations particulières comme la pénibilité, la longueur des carrières, les situations de handicap. Le groupe Liberté et Territoires rappelle son attachement à un principe fondamental. L'équilibre du système, oui. Son équité, oui.
L'effort doit être proportionnel aux capacités de chacun, au travers de dispositifs progressifs et redistributifs. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, votre projet de loi est perfectible. Notre groupe a fait le choix d'être responsable. À peine plus de 80 amendements, mais je partage l'émotion de ma collègue Jeanine Dubié lorsqu'on voit que nombre d'entre eux ont été déclarés irrecevables. Où est le Parlement dans ces conditions-là? Notre groupe a fait le choix, donc, s'il a des critiques à formuler, il va vous faire des propositions. Et nous avons déjà fait ces propositions. D'abord, la gouvernance. Il faut faire confiance au paritarisme, se garder d'une étatisation de la démocratie sociale. Le modèle Agirc-Arrco doit nous inspirer. Or, le respect d'une règle d'or budgétaire et l'ajustement automatique des paramètres à l'espérance de vie contraindront fortement les décisions. L'approbation par décret limitera le rôle des syndicats. C'est pourquoi nous demandons d'associer le Parlement. Démocratie parlementaire et démocratie sociale doivent se compléter. Des responsables syndicaux qu'on auditionnait l'autre jour l'ont dit eux-mêmes, afin de garantir plus de transparence et s'assurer de la confiance des assurés dans le système des retraites. Des améliorations sont possibles sur les dispositifs de solidarité. S'agissant du minimum de pension, nous regrettons, Monsieur le ministre, la double condition d'accès pour en bénéficier, puisqu'il faudra d'une part respecter une durée d'assurance de 43 ans et prendre sa retraite à 65 ans, le fameux âge d'équilibre. Cette double règle se fera au détriment des personnes ayant une carrière longue avec des faibles revenus. Par ailleurs, pourquoi attendre 2025 pour faire passer le SMIC des retraites des non-salariés agricoles de 75 à 85% du SMIC, alors qu'en moyenne leur pension ne dépasse pas 750 €, en deçà du seuil de pauvreté? Rappelons de plus que le minimum contributif atteint aujourd'hui 970 €, ce qui relativise grandement la portée de cette mesure au-delà des agriculteurs et des indépendants. S'agissant des droits familiaux, le dispositif clé du projet de loi consiste à attribuer pour chaque naissance une majoration de 5% des points acquis et une majoration supplémentaire de 1% à chaque parent d'au moins 3 enfants. Pour autant, deux dispositifs se complètent aujourd'hui, une majoration des trimestres dès le premier enfant et une majoration de pension de 10% à partir du troisième enfant. Nous craignons que ce système soit défavorable pour les parents de 3 enfants et plus. Enfin, sans vouloir être exhaustif, nous aurions pu aller plus loin en prenant en compte des spécificités des aidants, des travailleurs handicapés qui connaissent un taux d'emploi plus faible que le reste de la population. Nous en entendons davantage concernant le départ anticipé ou la bonification des points. Nous regrettons que certaines situations soient écartées. Nous proposons ainsi l'octroi de points de solidarité aux sapeurs-pompiers volontaires ou aux responsables associatifs pour valoriser l'engagement citoyen qui nécessite souvent sacrifice de sa carrière, donc de sa retraite. De même, pour la prise en compte de la pénibilité, nous sommes favorables à la mise en place d'accords de branche pour déterminer l'exposition aux 4 facteurs de pénibilité exclus depuis 2017. Vous voyez, Monsieur le ministre, des inquiétudes doivent être levées et des pistes d'amélioration nombreuses. C'est la raison pour laquelle nous voulons aller au bout du débat parlementaire. La balle est dorénavant dans votre camp. Surtout, je vous le dis avec beaucoup de gravité parce que j'ai déjà connu des 49.3 dans cette maison. Ça s'est très mal terminé. J'étais à cette même tribune lorsque le président de la République était à votre place et lorsqu'on a fait passer la loi Macron par 49.3. Vous avez vu comment tout cela s'est terminé. Il faut prolonger les débats, Monsieur le ministre, purger le débat parlementaire, parce qu'on ne peut pas priver la représentation nationale d'un débat, parce que les Français nous regardent, ils nous voient, et il s'agit de leur avenir et des 50 prochaines années. Je vous demande sur les ordonnances de réfléchir, je vous demande d'associer les groupes parlementaires, je vous demande, Monsieur le ministre, de peser de tout votre poids pour qu'il y ait un vrai débat, car la cohésion sociale, comme l'a très bien fait le Conseil national de la résistance, elle se crée dans la confiance et non dans la défiance. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Vigier.